Bienvenue à Ruralytics 16e édition. C'est parti ce matin autour d'une question centrale qui nous occupe depuis bientôt 18 à 19 mois. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que ce monde dans lequel nous vivons? Qu'est-ce que cette expérience des évolutions rencontrées récemment dans notre univers peuvent nous apprendre et comment inviter la ruralité dans ce débat-là? Ça va être notre objet de ce matin. Et je vais donc demander à notre moine futuriste de nous rejoindre pour mettre les services, paradoxalement, au service de l'organisation de nos idées, les théories du chaos absolu. Donc, Bruno Marion, que je vous invite à applaudir. Bonjour à tous. Voilà, je vais attendre que la musique me laisse parler. Bonjour à tous. Certains d'entre vous sont élus ou proches d'élus, alors peut-être que vous êtes habitués, en tout cas plus que moi, au sondage. Alors je voudrais commencer par un sondage. Je voudrais vous demander qui parmi vous pensez que nos enfants, vos enfants, si vous avez des enfants, vont vivre dans un monde meilleur que le nôtre, ou au contraire, est-ce que vous pensez que nos enfants, vos enfants, selon vos propres critères, vont vivre dans un monde moins bon que le nôtre? Alors si vous pensez que nos enfants vont vivre dans un monde meilleur que le nôtre, merci de lever la main. Alors si vous êtes en streaming, vous faites pareil, vous levez la main tout seul. Merci beaucoup. À l'inverse, si vous pensez que nos enfants, toujours selon vos propres critères, vont vivre dans un monde moins bon que le nôtre, merci également de lever la main. Alors, pour ceux qui sont dans la salle, les streamings, je ne vous vois pas, mais il y a un peu plus de mains qui se lèvent pour dire moins bon que le nôtre. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont levé la main 2 fois? Personne, je crois. Parce que moi, je lève la main 2 fois. Je crois que nos enfants, enfin nous aussi, dès maintenant, nous vivons et nous allons vivre dans un monde qui va à la fois de mieux en mieux, de plus en plus mal, et tout ça de plus en plus vite. Parce que nous vivons dans un monde qui est devenu plus incertain, parce qu'il est devenu plus chaotique. Et moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est comment on peut prospérer, comment on peut être plus heureux et j'espère surtout laisser un monde plutôt du côté meilleur à nos plus jeunes. Moi, quand j'avais 36 ans, j'avais pas d'enfant. Et si vous avez plus de 36 ans, vous avez dû remarquer que quand on a 36 ans ou plus, tout le monde autour de soi a des enfants. Et du coup, ça à la fois, ça m'a fait prendre conscience de ma différence. Et à l'époque, j'avais toutes les raisons de penser que je n'aurais pas d'enfant biologique. Et du coup, je ne sais pas, ça a dû déclencher en moi quelque chose qui a fait que je me suis pris d'affection de tous les autres enfants, quoi, parce que je ne pouvais pas concentrer mon amour et mon affection sur les miens. Et du coup, j'ai commencé à ce moment-là à m'interroger ce qui allait arriver à nos plus jeunes. Et moi, j'avais déjà beaucoup voyagé à l'époque, j'avais vécu et voyagé en particulier beaucoup en Asie, et j'avais écrit des bouquins sur l'Asie. Et j'avais, donc c'était il y a 20 ans, un peu plus que 20 ans, j'avais déjà à l'époque l'impression euh, que nous vivions dans un monde qui vivait une transition tout à fait particulière. Alors à l'époque, c'était un ressenti, une impression. On va voir aujourd'hui que je crois qu'on a un certain nombre d'éléments aujourd'hui factuels qui nous montrent que c'est le cas. Et moi, j'avais déjà l'impression que cette transition était pleine de risques si on ne la voyait pas, si on ne la comprenait pas, et si surtout on n'avait pas les bons outils pour agir dans ce nouveau monde. Et donc je me suis dit, voilà, faut que je trouve les bons outils pour agir dans ce monde, pour qu'on soit plutôt du côté des opportunités et si possible pas du côté des risques. Alors j'ai quitté mon boulot, j'avais un boulot plutôt bien payé, j'étais directeur commercial et marketing dans une très grosse boîte, et j'ai commencé à voyager. Mon idée, qui on va voir était un peu idiote en fait, mon idée c'était qu'en rencontrant des gens, de par leur expérience extraordinaire, pourraient peut-être m'aider à comprendre ce monde. Donc je faisais un tour du monde une fois par an. À l'époque, on pouvait prendre l'avion et surtout on se souciait assez peu de son empreinte carbone.
Donc j'ai rencontré des centaines, probablement des milliers de gens maintenant, des gens super riches, des gens super pauvres, des détenus en prison, des activistes, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley, ils ne font pas la même chose. Hein. Et j'ai lu, encore aujourd'hui, je lis plus de 100 livres par an, et en fait, je n'avais pas prévu de trucs. C'est que plus je rencontrais des gens, plus je lisais, plus je voyageais, moins je comprenais. Alors maintenant, ça me paraît logique et évident, parce qu'en fait, plus je m'exposais à la complexité du monde, plus je la découvrais. Donc plus j'avançais et plus je découvrais que c'était complexe. Et puis l'autre truc que j'avais pas prévu, c'est qu'en fait, en voyageant, en rencontrant tous ces gens, je m'exposais à la souffrance du monde. J'avais l'impression, j'ai toujours encore un peu l'impression, que le monde souffrait. Je rencontrais des gens super riches qui étaient en dépression. Enfin, pour moi, tout ça n'avait aucun sens. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais tout ça sert à rien, faut que je rentre chez moi. Et donc, il y a eu plusieurs étapes comme ça. Et je me souviens, un jour, j'étais à Hong Kong. Pour ceux qui connaissent Hong Kong, j'étais en haut de mon hôtel. Je venais d'arriver. Et je regarde par la fenêtre et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout, quoi? Je vois les gens courir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'un centre commercial à un autre centre commercial. Enfin, tout ça n'a pas de sens, quoi. Notre vie n'a pas de sens. C'est le bordel. C'est le cas. Et alors, au moment où je m'entends dire ça, je me dis, attends, Bruno, est-ce que c'est le chaos au sens c'est le bordel, ou est-ce que c'est le chaos au sens scientifique? Moi, j'avais lu beaucoup de trucs sur la complexité, les théories du chaos, et je savais que du point de vue scientifique, le chaos, c'était pas le bordel. Il y avait un ordre caché. Et du coup, je me suis dit, faut que je trouve quels sont ces ordres cachés. Je suis rentré chez moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur les théories de la complexité, les théories du chaos que j'avais pas encore lu avant, rencontré les sommités sur ces sujets-là. Et je suis arrivé à la conclusion que oui, le monde dans lequel nous vivons est devenu plus incertain parce qu'il est devenu plus chaotique au sens scientifique du terme. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est plusieurs choses. Un, pourquoi et comment le monde dans lequel nous vivons serait devenu plus chaotique qu'avant. Deux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le chaos? Mais au sens que vous pourrez le partager avec votre famille, vos collègues, dès ce soir ou à la fin de Reality. Et puis trois, la partie la plus importante pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour prospérer dans ce monde plus chaotique? Alors, première chose, pourquoi et comment le monde dans lequel nous vivons serait devenu plus chaotique? Le monde dans lequel nous vivons est devenu plus incertain et plus chaotique pour essentiellement, pas uniquement, essentiellement trois raisons. Le nombre, la connexion et la vitesse. Tout d'abord, le nombre. Combien était-on sur Terre il y a à peu près 150 ans? Il y a 150 ans, sur Terre, on était à peu près 1 milliard d'habitants. Dit autrement, nous vivions dans un monde relativement vide. Alors, je vous ai mis cette image parce que le petit point blanc au milieu, en haut, c'est ma maison. Donc, c'est en Ardèche, hein, donc on est dans la même région et c'est à peu près à 4 heures de voiture. Je l'ai fait hier pour venir à Aurillac. Ce que je veux montrer, c'est que nous vivions, nos parents, nos arrière-grands-parents, vivaient dans un monde relativement vide. Combien sommes-nous aujourd'hui? Entre 7 et 8 milliards, il y a même des gens qui disent plus que ça. Si vous regardez l'évolution de la population humaine, pendant des dizaines de milliers d'années, ça reste très bas. Alors ça varie aussi, hein, ils avaient des guerres, des pandémies déjà à l'époque, mais ça reste très très bas. Et au cours des 100, 200, 300 dernières années, c'est une véritable explosion. Si je voulais faire un très 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 mauvais jeu de mots, je dirais que l'être humain est une sorte de virus qui, lui, alors, a vraiment, vraiment très très bien prospéré et envahi pratiquement toutes les surfaces habitables de la Terre. Explosion du nombre d'êtres humains. Rien que ça va expliquer en partie la transition dans laquelle nous sommes. Explosion du nombre d'êtres humains. Et c'est pas tout. Non seulement on est beaucoup plus nombreux, imaginez, je ne sais pas combien on est dans cette salle ce matin, imaginez que nous soyons 7 ou 8 fois plus nombreux.
Je ne dis pas que ça serait mieux ou moins bien, je dis simplement que ça serait différent. Le monde est 7 à 8 fois plus nombreux qu'il y a 150 ans. Mais alors non seulement on est 7 à 8 fois plus nombreux dans cette salle, mais alors en plus tout le monde parle en même temps. Explosion de la connexion. Depuis 2014, il y a plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Il y a plus de la moitié de la population humaine connectée à Internet. Explosion du nombre, explosion de la connexion. Nous, alors, si vous voulez faire sérieux dans les théories du chaos et de la complexité, on parlerait de l'explosion du nombre d'agents connectés. Rien que ça, on va le voir, ça crée ce qu'on appelle un état de chaos ou un état chaotique. Mais c'est pas tout. En général, vous êtes poli, ou alors vous êtes encore un peu endormi parce que c'est le matin, mais dans les dîners avec mes amis, là, il y en a toujours un qui m'interrompt, mais qui dit Bruno, tu crois que on vit une période extraordinaire, inimaginable, parce que c'est la tienne. Mais il y a 200 ans, il y a 2000 ans, il y a 20 000 ans, probablement que les gens aussi croyaient vivre une époque tout à fait extraordinaire. Alors, si quelqu'un vous dit ça, il faut lui dire, bah oui, bien sûr, il a raison, ou elle a raison. Nos parents, nos aïeux ont vécu des crises, des guerres, des migrations, des trucs tout à fait extraordinaires. La différence avec la transition que nous vivons aujourd'hui tient en 2 mots, la vitesse et l'échelle. Aucune transition n'a impacté autant de gens en si peu de temps. Si vous regardez les grandes transitions que l'humanité a subies, entre guillemets, ou a vécues, quand on est passé de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage, et ça change tout, hein, on était nomades, on devient sédentaire, c'est l'apparition de l'État-nation, l'explosion des religions monothéistes. Cette transition de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage s'est faite en milliers d'années, si on veut faire très approximatif. Elle s'est faite en milliers d'années, et autre point très important, elle n'a pas touché tout le monde au même moment. La deuxième grande transition sociale, technologique, quand on est passé de l'agriculture-élevage à ce que je vais appeler l'industrie-commerce, ça s'est passé là, on va dire, en centaines d'années. Ça dépend comment on compte, mais on passe de milliers d'années à des centaines d'années. Et là aussi, ça n'a pas touché tout le monde au même moment. La transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de l'industrie-commerce vers, alors je ne sais pas comment appeler ça, l'ère de la communication, de l'information, de la connaissance, du savoir, de la sagesse peut-être un jour, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, se passe en combien de temps? En dizaines d'années, parce que c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, en dizaines d'années, et on l'a vu, elle touche pas tout le monde, mais presque tout le monde, plus de la moitié de la population humaine connectée à Internet, plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Aucune transition dans l'histoire de l'humanité a touché autant de gens en si peu de temps. Et je rajouterai quelque chose, c'est des transitions qui se passent sur des milliers d'années, des centaines d'années. Je dirais qu'on a un peu le temps de s'adapter. Il y a peut-être des conflits de génération, mais maintenant, ça se passe à l'échelle d'une vie. On n'a plus le temps de s'adapter. Explosion du nombre, nous n'avons jamais été aussi nombreux. Explosion de la connexion, nous n'avons jamais été autant connectés. Et un certain nombre de phénomènes n'ont jamais été aussi rapides. Eh bien ça crée ce qu'on appelle les conditions favorables à un état de chaos ou un état chaotique. Alors j'ai utilisé plusieurs fois ce mot-là. Maintenant, il est temps que je vous dise, le chaos, du point de vue scientifique, c'est quoi? Alors vous avez le droit d'associer au mot chaos l'idée que vous voulez, bordel, effondrement. Moi, je voudrais simplement vous rajouter une vision, vous montrer que ça peut être autre chose. Le chaos, du point de vue scientifique, c'est ni bien ni mal. C'est un état. C'est l'état de ce qu'on appelle un système. Un système, c'est quoi? C'est un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Donc nous, aujourd'hui, dans cette salle, ceux qui nous suivent à distance, on est un système. Mon corps est un système, votre famille est un système, votre ville, votre territoire, votre entreprise est un système. Un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Eh bien, un système peut avoir plusieurs états. C'est comme l'eau. L'eau peut avoir 3 états. L'eau peut être liquide, gazeux ou solide. Alors, on n'y pense pas, parce que c'est tellement habituel,
On ne va pas interagir de la même manière avec l'eau selon son état. Liquide, c'est plutôt pour boire ou laver la voiture, solide, plutôt pour l'apéro, enfin, vous voyez l'idée, quoi. Eh bien, il va être important d'identifier l'état d'un système, parce que de la même manière, on ne va pas interagir efficacement avec ce système, qui peut être, encore une fois, votre entreprise, votre territoire, votre ville ou votre famille, si on veut être efficace dans notre interaction avec ce système. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple, les 3 états que peut avoir un système. C'est comme l'eau, il y en a 3. Premier état que peut avoir un système, c'est l'équilibre. Alors, j'ai symbolisé ça par une droite, ça ne bouge pas. Autant que je puisse voir d'ici, vous avez l'air assez équilibré. Je ne connais pas suffisamment, hein, mais vu de l'extérieur, vous avez l'air assez équilibré. Vous ne bougez pas trop sur votre fauteuil. Si je venais, je ne vais pas le faire, hein, mais si je venais choisir l'un d'entre vous, là, un peu comme les magiciens, et que je vienne vous pousser, vous vous mettriez à osciller. Ben oui, je vais pousser, vous allez résister, je vais pousser un petit peu plus fort, comme une balançoire. Tant que vous poussez la balançoire oscille sans trop s'éloigner de l'équilibre. Alors, c'est pas forcément aussi régulier et symétrique que ce que je vous ai mis là, mais enfin, vous voyez l'idée, quoi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un système linéaire. Un système linéaire, ce n'est pas ça. Un système linéaire, c'est une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir et le contrôler. C'est comme un thermostat. J'imagine que dans cette salle, il y a un ou plusieurs thermostats qui font que s'il fait trop chaud, bah, ça va mettre la climatisation, la température va baisser, quand il fera trop froid, ça va arrêter la climatisation, la température va remonter, oui, ça oscille, et si tout marche bien, c'est à peu près sous contrôle. Ce que nous apprennent les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain point, qu'on appelle en français le point de déclenchement, c'est plus connu sous le nom anglais de tipping point, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, il va s'amplifier de plus en plus. Je vais reprendre l'exemple pour que vous compreniez, l'exemple du thermostat. Le thermostat est cassé, il est devenu fou. Il fait trop chaud, le thermostat met la climatisation, ça descend, il fait plus froid, il fait trop froid, et là le thermostat, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remet la climatisation encore plus fort. Plus il fait froid, plus il fait froid. Ça marcherait dans l'autre sens, plus il fait chaud, plus il fait chaud. Parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux et autant connectés, il y a plein de phénomènes où on voit ce qu'on appelle des phénomènes d'auto-amplification. Plus on est sur un réseau social, plus on est sur un réseau social. Plus on est riche, plus on est riche. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. Il y a plein de phénomènes comme ça qui n'existaient pas avant. Alors, je sais pas, on va prendre un exemple d'économie. Moi, je suis pas spécialiste, mais je sais pas si vous aviez une idée géniale. Vous allez avoir un super succès. Bah, il y a un moment, il y a un concurrent qui va arriver, et puis il va y avoir une sorte d'équilibre. Aujourd'hui, plus vous êtes premier, plus vous êtes premier. Parce que vous allez avoir les fonds, parce qu'on va vous financer. Bah, regardez, qui est le concurrent de Facebook? Alors vous allez me dire, c'est ce qu'ils avaient, quand ils avaient interrogé Mark Zuckerberg au Congrès américain, ils lui demandaient c'est qui votre concurrent? Il a répondu d'après nos études, il y a 7 WhatsApp. Bon, il a oublié de dire que sur les 7, il y en avait 4 qui lui appartenaient. C'est qui le concurrent d'Amazon? On va toujours trouver quelqu'un, un deuxième, mais très très loin, très très loin. Ça s'appelle le gagnant emporte tout. En anglais, the winner takes all. Parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, nous n'avons jamais autant vu de phénomènes d'auto-amplification. Un petit phénomène peut s'amplifier pour avoir d'énormes conséquences. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent le nom. Ça s'appelle l'effet papillon. Aujourd'hui, parce que nous avons quitté l'équilibre, nous avons même quitté, dans un certain nombre de domaines, les oscillations, on va dire pas trop loin de l'équilibre, où on pouvait prévoir et contrôler, nous sommes rentrés dans une phase où il y a des phénomènes d'auto-amplification. Si première chose, ce soir ou dans quelques jours, vous demandez le chaos c'est quoi, si vous avez retenu les phénomènes d'auto-amplification, bah déjà, on a fait un grand pas en avant, et vous racontez l'histoire du thermostat, normalement, tout le monde comprend ça. Alors, je voudrais vous donner, ça c'est le premier secret du chaos. Voilà, on va dire ça, c'est les phénomènes d'auto-amplification. Il y a un deuxième secret. C'est que quand on est là, on a l'impression qu'on ne peut plus rien contrôler, et en partie, on va le voir, c'est vrai. Normalement,
À ce stade-là, vous devriez avoir une question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on a passé le tipping point, on a vu, on s'éloigne de plus en plus de l'équilibre, qu'est-ce qui se passe après? Une des questions qu'on m'a le plus posée il y a un an et demi, je peux dire, mars, avril, mai 2020, c'est 1. Est-ce que ça va redevenir comme avant? 2. Est-ce que ça sera mieux après? Alors, est-ce que ça va redevenir comme avant? Bon, là, je pense que dans certains domaines, on s'est rendu compte déjà que ça ne va pas revenir comme avant. Dans d'autres domaines, ça va redevenir comme avant. D'après les théories du chaos, une fois qu'on a passé le tipping point, le système ne retournera jamais à l'équilibre d'avant. Un certain nombre de choses, je ne sais pas, le télétravail, bien sûr, ce ne serait peut-être pas autant qu'aujourd'hui, on peut vous le dire, on ne reviendra jamais comme avant. D'après les théories du chaos, seulement 2 choses peuvent se passer une fois qu'on est rentré dans ces phases d'auto-amplification. Il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise nouvelle. Donc, je vais commencer par la mauvaise nouvelle, on va terminer et travailler ensemble sur la bonne. Première possibilité, il peut y avoir ce qu'on appelle un effondrement. Le système s'effondre. Alors, on voit des entreprises s'effondrer, on voit des civilisations aussi s'effondrer. Rome s'est effondré, des tas d'autres qu'on connaît plus ou moins. Donc ce que je suis en train de vous dire, en me marrant un peu là avec mon sourire, c'est que c'est pas drôle. Je pense sincèrement, et moi c'est ce qui me fait lever tous les matins, c'est qu'on est dans une transition pleine de risques où un certain nombre de choses qu'on connaît peuvent s'effondrer. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Il y a également une bonne nouvelle. D'après les théories du chaos, il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence, c'est-à-dire qu'un nouvel équilibre, un nouveau système peut émerger. Alors, comme je vous l'ai dit, la mauvaise nouvelle, c'est un certain nombre de choses, même peut-être la civilisation telle qu'on la connaît peut s'effondrer. D'après les théories du chaos, ben, je peux vous dire que peut-être que ensemble, on va faire émerger une société plus harmonieuse, où on apprendra à vivre les uns avec les autres, où nos enfants sauront vivre dans nos territoires, mais pas uniquement, en harmonie, on aura accès à une éducation de qualité, où qu'ils soient en France ou ailleurs. Alors, quand je raconte ça, là, c'est pareil, hein, normalement, dans les dîners, il y a toujours un qui me dit, mais Bruno, tu es un doux rêveur. Alors, on va voir que c'est mon insulte préférée. On va voir que c'est super important d'être rêveur, que ça va être un des outils qu'on va utiliser. Et ma réponse, c'est peut-être que je suis un rêveur, et en même temps, nous sommes le résultat de ces émergences. Un exemple, de l'atome à la molécule, à la cellule vivante, à l'organisme vivant, à vous, nous tous, l'être humain. Nous sommes le résultat de ces émergences. Je crois encore une fois qu'aujourd'hui, nous sommes là. Alors, avant qu'on voit qu'est-ce qu'on fait, deuxième secret du chaos. Le premier, vous vous souvenez, les phénomènes d'auto-amplification. Quand vous voyez un truc, je sais pas, plus vous essayez, je vais le dire poliment, si plus ça merde, vous êtes probablement entré dans une phase chaotique. Et donc, ça sert à rien de vouloir utiliser les outils d'avant. Il va falloir utiliser de nouveaux outils qu'on va voir ensemble. Premier secret, les phénomènes d'auto-amplification. Deuxième secret, le chaos, c'est pas le bordel. Il y a un ordre caché. Dans les théories du chaos, ça s'appelle un attracteur étrange. Alors là, je vous en ai mis un, ça s'appelle l'attracteur de Lorentz, de celui qui a créé ou inventé le nom d'effet papillon. Alors pourquoi je vous montre ça? Pour vous, alors, regardez pas trop précisément, mais le petit point qui bouge, c'est la description du système. Et vous devez remarquer un truc, c'est que le point ne repasse jamais 2 fois au même endroit. Sauf quand ça se croise pour les plus matheux, mais il ne repasse jamais 2 fois au même endroit. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas prévoir précisément où va le système, et en même temps, vous avez remarqué qu'il ne fait pas n'importe quoi. Enfin, un enfant de 6 ans est capable de reparer qu'il y a un schéma, qu'il y a un pattern. Eh bien, imaginez que si ensemble, dans ce qui parfois nous paraît chaotique, on arrivait à créer quelque chose qui fasse qu'il ne se passe pas n'importe quoi, ben, ça serait déjà pas mal. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ensemble. Avant, je voudrais vous rappeler, aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'on est là. Vous avez le droit de penser que je suis fou, et vous avez le droit d'étudier quand vous lisez les journaux, vous regardez les journaux, je ne sais plus s'il y a des gens qui lisent encore les journaux, mais quand vous êtes sur Internet, vous dites, ah, plus ça empire, plus ça s'améliore. Peut-être qu'on a passé le tipping point. Retenez les 2 cadeaux du chaos, ce que j'appelle les 2 cadeaux du chaos, c'est
Un, le cadeau, c'est pas le bordel. Il y a un ordre caché. Deux, le phénomène dit d'effet papillon. Une petite chose s'auto-amplifie, s'auto-amplifie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on fait, c'est pas ça. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est parce qu'on ne fait pas du plus compliqué. Vous savez, des fois, alors c'est ce qu'on faisait avant, et encore une fois, ça marche pour plein de choses. Si ça marche pas avec 10 ingénieurs, on en met 20, on en met des plus intelligents. Que vous discutiez avec des spécialistes des forces spéciales, qui sont souvent un peu exposés à l'incertitude et au chaos, que vous discutiez avec les spécialistes des théories du chaos ou de la complexité, tous vous répondront, on répond à la complexité et au chaos par la simplicité. Dit autrement, on répond à l'incertitude par la simplicité. Et on va utiliser pas 36 outils, on va utiliser les deux cadeaux du chaos, l'attracteur étrange et l'effet papillon. Alors moi, je vais traduire ça pour vous en un rêve, une vision et un ensemble de petites routines, de petites habitudes qu'on va répéter. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. Première chose, l'attracteur étrange. Je vous l'ai dit, imaginez que dans ce monde imprévisible, dans ce monde incertain, on puisse trouver un moyen, pas de prévoir et de contrôler ça, on sait que c'est plus possible, mais qu'on trouve un moyen qui ne se passe pas n'importe quoi. Ça serait déjà pas mal ça. Si dans votre vie individuelle, dans nos collectivités, dans nos entreprises, dans nos organisations, on pouvait faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Eh bien ça, c'est quoi? C'est avoir un rêve. On vient de vivre 30 ans, 50 ans où on parlait plutôt d'objectifs. Il faut savoir où on va précisément à 3 mois. Peut-être certains d'entre vous connaissent les objectifs SMART, spécifiques. Il faut garder tout ça. Il faut garder tout ça à court terme. Moi, ce que je vous invite, c'est de vous poser la question, où est-ce que vous avez envie d'être dans 1 an, dans 10 ans, l'échelle de temps qui a du sens pour vous, et de vous raconter cette histoire. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes élu, et si vous êtes parent, peut-être, d'imaginer, par exemple, c'est quoi la journée parfaite dans votre commune, dans votre famille. Si vous avez mon âge, je vous dis, déjà, si les gens que j'aime bien viennent me voir 1 fois par mois ou 1 fois tous les 3 mois, ça fait déjà pas mal. C'est quoi l'histoire de votre ville? Comment ça se passe dans votre ville dans 5 ans, dans 10 ans? Et là, il faut imaginer, il ne faut pas hésiter à être un petit peu fou. Il faut retrouver la capacité de rêver, d'être un doux rêveur. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans les forces spéciales, des gens exposés à l'incertitude, je vous l'ai dit. Un jour, j'ai rencontré un gars qui s'appelle John, qui est un ami à Londres. Et il est connu en Angleterre parce que c'est un des 7 derniers prisonniers de guerre encore vivants. Parce que son avion, c'est un pilote, a été abattu pendant la première guerre en Irak. Et il a été emprisonné dans les geôles irakiennes de Saddam Hussein, pour les plus anciens d'entre nous, si vous vous souvenez. Et il a été torturé pendant 7 semaines avec son copilote. Et comme je l'ai rencontré, il a écrit un livre. Je n'avais pas encore écrit le livre quand je l'ai rencontré. Et on est dans un pub à Londres et je lui dis, John, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir pendant ces 7 semaines de torture, d'isolement? C'était vraiment affreux. Hein. J'ai lu son livre après, c'était vraiment affreux. Et il réfléchit, il boit un coup, et il me dit, Bruno, je crois que c'est 2 choses. Tous les jours, au moins 1 fois par jour, je visualisais mes retrouvailles avec ma femme et mes 2 enfants. Mais quand je dis visualiser, c'est je sentais la peau de mes enfants, l'odeur de leurs cheveux, la pression quand j'embrassais ma femme. Eh bien, je crois que c'est un des trucs qu'il faut qu'on fasse. C'est visualiser. Quand il y avait des dirigeants d'entreprise, des gens qui étaient perdus, des amis en mars 2020, je leur disais, imaginez quand tout ça sera fini, de manière positive. Eh bien, c'est mon invitation. Faites comme John. Le deuxième truc qu'il me disait, c'est que je mettais en place un certain nombre de routines. Et que ça paraît ridicule, mais il balayait avec la main, hein, il n'avait rien dans sa cellule. Mais il mettait en place des petits trucs qui répétaient, on va y venir. D'abord, ayez un rêve. C'est vraiment mon conseil. Visualisez. Donc c'est vraiment, dites-vous, voilà, peut-être il y en a qui prennent vous qui sont maires ou élus. Voilà, je sors de chez moi, je vais à la mairie, où je croise les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils me disent, de quoi ils sont contents. Visualisez ça. Ça va vous donner, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du vélo dans le sable. Si vous n'avez jamais fait du vélo dans le sable, quand on fait du vélo dans le sable, il y a un moment, tout ça, ça bouge, hein, ça devient très incertain et très incontrôlable. Et si vous essayez de contrôler, vous concentrez sur le guidon, vous allez voir, vous allez vous casser la gueule.
Ça ne marche pas. Le secret, essayez, hein, doucement, prenez pas trop de risques à cause de moi, et ayez un point fixe droit devant. Et là, vous allez voir, comme par miracle, ben, vous allez vous en sortir. Il faut pédaler aussi, on va voir, ça c'est la deuxième partie, c'est les routines. Ayez un rêve. Je ne vous demande pas de me croire, essayez. Essayez peut-être pendant une semaine, un mois, essayez de visualiser un truc comme ça, et vous allez voir si ça marche. Et moi, je sais que ça va marcher, parce qu'il y a plein de petites micro-décisions inconscientes que vous allez prendre, comme pour le vélo, qui vont vous amener dans le chemin où vous avez envie d'aller. Première chose, ayez un rêve. Deuxième chose, mettez en place un certain nombre de routines pour créer des émergences. Vous savez, c'est la répétition de une cellule, 2 cellules, 4 cellules, je ne suis pas spécialiste, 8 cellules, 16 cellules, qui fait que vous êtes ici. On l'a vu, les phénomènes d'émergence. C'est la répétition de petites choses qui font des grandes choses. Ben, je crois, moi je dis toujours, ayez 5 minutes par jour. Je sais pas, par exemple, c'est visualiser votre rêve tous les matins. Ça peut être de marcher dans la nature. Ça peut être, pour ceux d'entre vous qui sont dans des conseils municipaux ou dans des associations sportives, amicales, ben, peut-être c'est quoi votre rêve commun? Peut-être, je sais pas, de faire 30 secondes de silence, ou peut-être d'échanger sur ce qui est ce qu'on appelle le tour météo. Ce qui est important, c'est de trouver le petit truc. Le petit truc que vous allez répéter. Moi, par exemple, tous les matins, ou avant chaque conférence, avant de venir, j'ai fait mes petits exercices vocaux, j'ai fait ma petite méditation, mes petits mouvements de tête, parce que je sais que si je mets ça en place, ça va me mettre dans une condition où je serai meilleur, j'aurai une meilleure voix, j'espère. Vous allez mieux m'entendre, mieux être touché par ce que je vous raconte, donc j'aurai plus d'impact. Essayez. Avant de conclure, je vais vous proposer d'essayer. Moi, j'ai créé pour vous une page spéciale sur mon site web et vous allez retrouver comme ça, d'abord toute une liste de routines, tout ce que vous pourrez essayer dans votre vie personnelle, collective. Voilà, comme ça, vous pourrez en choisir un ou deux et tester pendant 3 semaines ou un mois et voir les résultats. Puis je vous montrerai un certain nombre de bonus. Voilà, je vous le remettrai à la fin. Je crois sincèrement, et encore une fois, je suis peut-être fou que nous sommes là. Tous mes voyages, toutes mes rencontres, les 15-18 derniers mois qu'on a vécu. Beaucoup de gens me renvoient, me disent, mais Bruno, il y a déjà eu des pandémies, il y a un an et demi, tout le monde me comparait à la grippe espagnole. J'ai lu tout sur la grippe espagnole et les autres. Mais quand il y a eu la grippe espagnole, les gens n'avaient pas conscience de ce qui se passait. On s'en est rendu compte des années après. Si vous vous souvenez, mars 2020, on était au courant du nombre de cas à Wuhan, enfin, je ne sais pas si c'était les vrais chiffres, enfin peu importe, vous voyez le truc. Fin mars 2020, il y avait officiellement à peu près 100 000 morts attribués au Covid. Encore une fois, il y en avait peut-être plus, je ne sais pas. Un mois plus tard, fin avril, plus de la moitié de la population humaine, plus de 4 milliards, était sous une forme de confinement. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Qu'un phénomène, 100 000 morts, c'est beaucoup pour ceux qui sont touchés, et en même temps, à l'échelle de l'humanité, c'est pas énorme. Un petit, excusez-moi de dire ça comme ça, un petit phénomène a impacté la vie de plus de la moitié de la population humaine. Et je crois que vraiment, moi, ce qui me fait alors, je n'ai toujours pas d'enfant biologique, pour ceux qui se posent la question, mais j'ai été adopté par des jeunes. Donc, en plus de vos enfants, maintenant, je pense un peu aux miens. Et je pense vraiment qu'on a une responsabilité, et j'ai envie de rajouter une responsabilité peut-être encore plus maintenant. Vous savez, j'ai l'impression, j'étais pas né, mais que c'est un peu comme après les 10-30 années après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui s'est mis en place, comment le monde a changé. Je crois qu'il y a un certain nombre de décisions qu'on va prendre maintenant dans nos vies personnelles, dans nos collectivités, dans nos territoires, dans nos entreprises, dans le monde, qui vont avoir un impact disproportionné à cause de l'effet papillon. Et je voudrais même rajouter un truc, vous savez, moi, je viens d'une toute petite commune, il y a 900 habitants chez moi, et puis des fois, j'ai la chance de rencontrer des élus de très très grandes agglomérations ou des responsables de très grandes communautés. Alors, quand je rencontre des responsables, des élus de petites villes, ils me racontent on ne peut rien faire, on est tout petit. Alors quand je rencontre des responsables dans les très grandes agglomérations, ils me disent, mais nous, Bruno, on ne peut rien faire. Alors ils me parlent toujours du bateau, vous savez, le navire là qui est dur. Donc vous avez compris, petit, grand, moyen, personne ne peut rien faire. Moi, grâce à l'effet papillon, je peux vous démontrer
que vous n'avez jamais eu autant de pouvoir. Dans le monde d'avant, pour changer les choses, il fallait être très nombreux, très puissants, très riches, le président de la République ou un truc comme ça, ou être très nombreux et on faisait la révolution. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, moi, vous tous, nous n'avons jamais eu autant de pouvoir. Ayez un rêve, racontez-le, la partie à voix en tout cas, partagez-le, et mettez en place comme ça un certain nombre de petites routines. Et j'espère que, comme moi, quand vous entendrez le mot chaos, eh bien vous direz « Ah, attends, moi je sais que le chaos, ça peut être mon ami. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et retrouvez-moi là, vous aurez plein de bonus et surtout vous pourrez essayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Marion. On peut l'applaudir à nouveau s'il vous plaît. Merci.